Ce que pensent les patients, c'est pas ce que pensent beaucoup de thérapeutes, et c'est certainement pas les messages qui sont distribués la plupart du temps dans les écoles du dos. Christophe nous a déjà montré une image un peu similaire à celle-ci. On sait bien donc qu'il est impossible de faire la différence sur une imagerie entre la personne qui a mal au dos et celle qui ne l'a pas. Et je peux vous dire, d'un côté, on a un jeune gars de 25 ans qui sort plus de chez lui, qui fait plus rien, qui n'arrive plus à soulever un litre de lait, et de l'autre côté, on a une dame de 40 ans qui n'a absolument aucune douleur, qui se plaint d'un autre phénomène qui est une camptocormie, donc un problème de faiblesse musculaire, mais qui n'a absolument aucune douleur. Les patients, ils viennent avec leurs images. Ils ont besoin de voir, ou en tout cas, ils ont besoin de comprendre. Et leur compréhension, elle passe a priori par l'image. Or, nous, on sait que l'image, elle n'explique pas. Donc, quand on va donner des cours d'anatomie dans les écoles du dos, quand on va expliquer la discopathie, quand on va expliquer l'arthrose, on a plus de chances d'induire des phénomènes de peur-évitement que de les diminuer et donc d'encourager le mouvement. Sauf si on prend la peine d'expliquer pourquoi. Alors, on peut utiliser des choses simples, on n'est pas forcément obligé de rentrer dans des grandes explications, mais simplement d'imaginer que le système musculo-squelettique, il a une certaine capacité d'adaptation. Et que ce qui va faire la différence entre les gens qui ont mal et qui n'ont pas mal, c'est pas les images, on vient de le voir à répétition, mais c'est la manière dont les muscles, les articulations, les ligaments vont faire avec ce qu'ils ont à disposition. En d'autres termes, on revient sur des histoires de contrôle moteur. Si le contrôle est bon et bien adapté, eh bien on arrive à des situations avec peu ou pas de douleur. Si le contrôle est mauvais et mal adapté, on arrive à des situations où tout se passe bien, même avec des dégâts importants. Donc on peut utiliser l'imagerie pour expliquer des choses. Donc tout va dépendre de la manière dont vous faites, à mon avis, tout va dépendre de la manière dont vous faites passer vos messages. Si on va dans ces histoires de bonne ou de mauvaise posture, c'est pas très difficile sur Internet de trouver pas mal de diaporamas de ce style, où évidemment les gens font pas attention et donc vont forcément se blesser le dos. Et je crois que la notion de injury, de blessure, revient sans arrêt. Alors elle était peut-être liée à un certain nombre d'études qui ont fait déjà dans les années 60, Narenson ici, qui nous disait que suivant comment on va positionner et utiliser son dos, on voit une augmentation de pression. Ok, il y a une augmentation de pression dans les disques. Est-ce que ça a été confirmé plus tard? Passablement quand même. On voit ici une étude de mesure de pression intradiscale. Cette fois, on nous donne en mégapascal. Donc vous voyez la position debout, 0,5. Si vous montez les escaliers 2 à 2, vous avez 120% d'augmentation de pression discale. Monter les escaliers 2 à 2, franchement, c'est pas quelque chose qu'on a l'impression de terrible pour le dos. Donc ça fait augmenter la pression intradiscale et c'est tout à fait normal qu'elle augmente. Qu'est-ce qui se passe lorsque l'on soulève des charges de 20 à 40 kg? Donc ça, c'est un brave monsieur qui a accepté d'avoir un implant intradiscal L4, L5, de mesure de pression dans le noyau pulpeux et dans l'anneau fibreux. Et puis on a mesuré ce qui se passe au niveau de ces pressions. Ça a été publié il y a bientôt 20 ans. On voit que oui, il y a une augmentation de pression. Elle n'est pas franchement terrible. Quand il soulève, c'est 20 kg. Donc on voit que oui, ça augmente. Mais quand on compare à monter les escaliers de 2 par 2, il n'y a pas des augmentations de pression incroyables. Vous voyez par exemple que le fait de porter de manière asymétrique n'augmente pas la pression intradiscale. Enfin voilà, je vous laisse méditer un peu sur ces exemples-là, mais on a des choses qui sont tout à fait acceptables alors qu'il est en train de porter 20 à 40 kg. Alors, cette histoire de porter, est-ce qu'il faut porter en faisant du squat? Est-ce qu'il faut porter en faisant du stoop? Dans cette revue un peu plus large, cet auteur nous montre que finalement, je vous l'ai synthétisé, là, il y a au moins 50 paramètres qui sont étudiés. Beaucoup, finalement, ne changent pas entre les deux positions. Ce qui est facilité lorsqu'on fait du squat, c'est qu'il y aurait moins de force de cisaillement et qu'il y a moins d'inconfort lombaire. Ça, je crois que c'est vrai pour beaucoup de gens. En tout cas, beaucoup de patients, l'inconfort lombaire peut être Mais d'un autre côté, si tout le monde fait la position du stoop, parce que n'importe qui, quand vous regardez dans le monde entier, se penche pas, ne ramasse pas quelque chose par terre en pliant les genoux, eh bien, il y a un tas de raisons, et de bonnes raisons pour ça.
au niveau physiologique, au niveau de la stabilité, au niveau de la performance, c'est beaucoup plus performant. Alors, j'aimerais juste revenir sur l'histoire des forces de cisaillement. Est-ce que vraiment les forces de cisaillement au niveau du disque sont augmentées lorsque l'on se met en stoop? Vraisemblablement pas, si on en croit cette étude, une fois de plus, avec une mesure intradiscale de la pression et des forces de cisaillement antéro-postérieures, latérales et en compression axiale. Ce que vous voyez sur le diagramme, c'est que le même sujet va lever une fois en squat, une fois en stoop, et en gros, les 5 sujets qui sont représentés par les barres vertes, ils sont tous à environ 100%. 100%, ça veut dire qu'il n'y a aucune différence entre une technique et l'autre. Donc oui, il se passe certainement des choses au niveau du dos, quand on agit différemment au niveau de la musculature du dos. Non, il n'y a pas des forces de cisaillement. Ça fait toujours un peu peur, je trouve, quand on utilise ce truc-là. On nous dit, ouais, les forces de cisaillement sont augmentées sur les disques. Oups, peut-être qu'il ne faut pas faire. Non, il n'y a pas de forces de cisaillement augmentées quand on utilise l'une ou l'autre des techniques. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire aux patients? Eh bien, ce qui est important, on l'a vu, c'est de bouger. Si c'est plus simple de bouger avec une technique, eh bien, il vaut mieux qu'il bouge avec cette technique plutôt qu'il ne bouge plus ou qu'il ne ramasse plus, en l'occurrence. Mais s'il arrive à ramasser normalement, comme tout le monde, sans plier ses genoux, est-ce qu'il y a vraiment un avantage à se forcer à faire ça et à potentiellement augmenter l'hypervigilance? J'en suis pas sûr. Et d'ailleurs, j'attire votre attention que toutes les études qui ont éliminé le port de charge sur le lieu de travail dans l'espoir de pouvoir prévenir la lombalgie n'ont montré aucune efficacité. Je pense que la problématique, elle vient d'une erreur de raisonnement. C'est pas parce que on a mal en faisant quelque chose, et quand on a un problème de lombalgie, c'est difficile, ça peut être difficile de ramasser, de se pencher en avant et de ramasser des objets, de porter des objets. C'est pas parce que ça fait mal, que c'est parce qu'on a trop fait ça qu'on a une lombalgie. On a un renversement de la logique entre l'effet et la cause. Dernière partie, les postures. C'est un grand champ aussi. On trouve énormément de cartoons sur Internet. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne posture? Alors, on voit ce genre de dessin. Ok, ça paraît simple. Tout le monde va mettre la croix au bon endroit. Mais si on regarde cette étude intéressante d'il y a quelques années, où on voit la même personne dans 9 positions différentes, et on demande à des grands spécialistes de dire mais quelle est la bonne posture, ils ne sont pas d'accord entre eux. Ils ne sont pas d'accord entre eux. Et en plus, il y a des trends, tu vois, par pays en fait. Selon les pays, les gens ne pensent pas la même chose. Donc ce que vous allez enseigner comme une bonne posture va être qualifié comme une mauvaise posture chez votre voisin. Je vous rappelle que la colonne vertébrale, elle a plus ou moins de lordose d'un individu à l'autre. Il y a M. Roussouly qui a classé 4 types de colonnes vertébrales normales. Elles sont toutes normales. Et vous voyez qu'il y en a une, le type 2, qui a un dos très plat, alors que le type 4 a un dos avec une forte lordose et une forte syphose. Mais c'est normal. C'est normal pour chacun de ces individus-là. Et cette importance de la lordose et cette importance de la syphose, elle provient d'un indice qu'on appelle la pelvic incidence ou l'incidence pelvienne. Et cette incidence pelvienne, c'est en fait un reflet de la forme du bassin. Et la forme du bassin, elle ne se détermine que sur des radiographies. Et donc, quand vous regardez un individu en face de vous, vous êtes incapable de lui dire s'il a trop ou pas assez de lordose lombaire, puisque vous ne savez pas ce qu'il a vraiment besoin, lui, en fonction de son anatomie. Quand on est assis, alors est-ce que cette position assise modifie beaucoup les pressions intradiscales, le fait de s'asseoir dans des mauvaises positions, slump, voilà, vous voyez que non, certaines positions pourraient même diminuer la pression intradiscale. Ah oui, ça va avoir un tas d'effets sur les muscles, vous ne positionnez pas la même chose, c'est sûr, mais est-ce que c'est vraiment mauvais? La question mérite d'être posée.
D'autant plus qu'avec le Mackenzie, vous le savez tous, on voit qu'il y a des gens lombalgiques qui sont mieux en extension ou qui sont mieux dès leur dose. Et donc, est-ce que vraiment de les mettre dans une soi-disant bonne position, qui va être variable d'un thérapeute à l'autre, est vraiment quelque chose d'important pour qu'ils aillent mieux? Donc, ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que à travers un certain nombre de concepts qui, pour une bonne partie, ne sont pas très scientifiques, mais qui circulent chez tout le monde, dans la population générale et chez beaucoup de thérapeutes, on va induire, on va délivrer des messages aux patients qui vont plutôt avoir un impact potentiellement négatif sur ce cercle vicieux de la peur-évitement. On va augmenter l'hypervigilance. Attention, vous ne vous penchez pas comme il faut. Mais alors, vous ne devriez pas vous asseoir comme ça, tenez-vous droit. Non, non, ne portez pas comme ça, pliez les genoux. Et donc là, vous êtes dans une dynamique tout à fait contre-productive. Et il se pourrait, c'est évidemment un point d'interrogation, je n'ai pas la preuve, que ce soit un des mécanismes, un des éléments qui participent à la mauvaise efficacité des écoles du dos telles qu'elles sont telles que c'est montré dans la littérature. Donc ça va dépendre du contenu, évidemment. Hein. Ça dépend, l'efficacité d'une éducation dépend du contenu de cette éducation. Ça dépend donc des croyances des thérapeutes. On sait à quel point les croyances des thérapeutes ont une influence sur les comportements du patient. Et donc il y a dans la littérature pas grand-chose, mais il y a quelques études, deux études, dont une de Genève, qui essayaient de faire des écoles du dos sur un modèle biopsychosocial, vraiment, d'une part, et au niveau bio, en tenant compte des éléments que je viens de vous donner. Et c'est des études qui sont plutôt préliminaires, hein, mais qui montrent qu'on a plutôt, grâce à ça, la possibilité de diminuer la peur-évitement et d'augmenter le fonctionnement des individus. Pour terminer, quel est le futur de l'école du dos? Je crois qu'en tout cas, telle qu'elle a été conçue, avec les principes tels qu'ils sont indiqués dans les années 60 et qui ont probablement perduré encore dans bien beaucoup d'écoles du dos, je pense qu'il faut clairement les abandonner. Vers quoi aller? Peut-être vers des brain schools. Vous savez que ces éducations thérapeutiques aux connaissances neurophysiologiques de la douleur sont des choses qui sont de plus en plus à la mode. Il y a eu des études donc, en Belgique qui sont parues, de bonnes études. Il y a un poster ici, j'ai vu. Et une revue systématique du sujet vient de paraître, il y a 1 ou 2 mois en arrière. Et on tient peut-être quelque chose d'intéressant, de modifier, de garder cet aspect d'éducation thérapeutique, mais d'en modifier le focus, plutôt d'expliquer aux patients qu'est-ce que c'est vraiment que la douleur, au sens où on la comprend aujourd'hui, et pas au sens où on l'imagine, tant les patients qu'un bon nombre de thérapeutes. Voilà, pour terminer, j'aimerais juste attirer votre attention et faire de la publicité. À partir du mois de juillet prochain, on va lancer le premier diplôme européen de soins interprofessionnels pour les problèmes de dos. C'est un diplôme qui est sous l'égide de Eurospine, qui est une société plutôt de chirurgiens, je dirais même plutôt à 98%, fortement chirurgicale, mais qui a décidé de s'ouvrir aux non-chirurgiens. Et donc, ce diplôme va être par module de 1 ou 2 jours. Et il s'adresse à tout le monde, tous les gens qui ont affaire, tous les thérapeutes qui ont affaire avec les problèmes de rachis, donc des chiros, des physios, des ostéos, des rhumatos, des rééducateurs. On vise large et vous utilisez le thème et aussi le lien internet. Et pour terminer, je vous laisse avec les horreurs de l'internet. Merci pour votre attention.